Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Claire Balva. Alors Claire Balva, tu as tout un tas de cordes euh, à, ton, à ton arc, puisque tu es actuellement VP stratégie pour la néobanque, enfin la fintech de Block. Tu as également ta propre chaîne YouTube, Unhosted Media, qu'on suit beaucoup avec Blockchain Addict. Et puis, tu as également été directrice blockchain crypto pour KPMG Partner. Tu as également été cofondatrice de Blockchain Partner, si je ne dis pas de bêtises, avec Amy, mais peut-être que nous y reviendrons. Et puis tu as coécrit plusieurs livres, on en parlera. Tu es également analyste hebdomadaire chez BFM Business. Donc pour commencer, Claire, je vais te demander de te présenter et de nous expliquer ce qui t'a amené à avoir toute cette panoplie de choses que tu as entreprises dans l'écosystème crypto. Ouais, mais c'est en t'entendant dire ça, je me souvenais pas que je faisais autant de trucs, tu vois? Hem, alors moi, j'ai commencé dans cet univers-là il y a 10 ans, en 2015, quand je sortais d'école, et à l'époque, c'était la grande hype de la blockchain et donc on voyait beaucoup de choses se passer aux États-Unis, assez peu en France et en Europe, et donc on a commencé entre camarades de promo par, ce qui était juste un blog au début et puis qui s'est transformé en entreprise ensuite, avec un objectif de démocratisation de la blockchain. Hem, bon, je vous la fais courte, mais l'entreprise est devenue ce qui s'appelle Blockchain Partner, et qui a été pendant longtemps le leader du conseil en France sur les sujets blockchain, crypto, Web3, enfin ça dépend quelle sémantique on utilise, mais grosso modo tous les sujets de l'internet décentralisé. On a bossé pour, des boîtes du CAC 40 principalement, aussi quelques startups et puis on a revendu à KPMG en 2021, où je suis restée, 1 an et demi, 2 ans en tant que directrice blockchain et crypto. Et puis, voilà, au bout de 2 ans, j'ai eu envie de retrouver un peu de liberté, de remettre les mains dans le cambouis, donc j'ai fait du freelance pendant un peu plus d'1 an. Et là, j'ai rejoint Desblocs, qui est, en gros une néobanque, donc un compte courant qui vous laisse acheter et vendre des cryptos, ce qui est pas le cas de tous les comptes bancaires habituellement. Donc grosso modo, sur Desblocs, vous avez un compte courant, tout ce qu'il y a de plus classique, où vous pouvez recevoir votre salaire, payer votre loyer, vous avez une carte Visa physique, virtuelle, et cetera. Et puis, vous pouvez très facilement acheter et vendre de la crypto sur votre wallet, depuis votre compte bancaire. Et donc on a beaucoup de gens qui viennent chez nous, notamment, en ce moment parce qu'il y a des cash out à faire et parce que les banques sont pas toujours crypto friendly, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse. Yes, on va revenir sur de blocs, mais je voulais un tout petit peu m'arrêter sur Blockchain Partner pour une partie de notre audience qui est un petit peu Oui. entrepreneuse. Et j'aurais aimé savoir un petit peu quelles sont les difficultés, quelles étaient un petit peu les difficultés à l'époque qui sont maintenant pour toi des victoires que vous avez obtenues. Voilà. Hem, ouais, ouais, bah, déjà, alors faut bien se rendre compte que nous, quand on a commencé, on n'avait pas une grande maturité non plus, hein, sur ces sujets. On a commencé, comme tout le monde, hein, quand on arrive dans un nouvel univers, on était hyper naïfs, on s'est dit: «La blockchain, ça va changer le monde et tout». Donc on a mis nous-mêmes un peu de temps à comprendre que c'était plus compliqué que ça, Non, tout à heu fait. et que, et donc on a, quand même petit à petit, réorienté, nos conseils sur, bah, tu vois, de blockchain, on est passé à plus, déjà on est passé aux blockchains publiques et pas aux blockchains privées. Mmh, mmh, Ensuite, mmh. il y a eu, les tokens, les NFT et cetera. Donc je dirais qu'au fur et à mesure des années, on s'est quand même rapproché de sujets qui étaient techniquement plus intéressants. Là où au début, il y avait beaucoup de blockchains privées, donc franchement, c'était lourd, c'était techniquement, pas dingue. Donc ça, c'est une première victoire. Aujourd'hui, quand tu vas voir, des boîtes, bah, tu vois, même moi je le vois avec des blocs, on discute avec des boîtes qui veulent, accepter du paiement en crypto. Ça, autant te dire que voilà, en 2015, tu parlais de crypto, c'était vite compliqué. Hem, donc oui, il y a eu des victoires, je dirais, politiques, qui sont que, bah, la crypto n'est plus aussi risquée d'un point de vue réputationnel, qu'elle l'était à l'époque. Ça veut pas dire que c'est bien vu, hein, mais ça veut dire que c'est beaucoup moins risqué. Mmh. C'est vrai que maintenant, en plus, qu'il y a Donald Trump, qui parle souvent du bitcoin et qui l'évoque, Mmh. ça change la donne comparé à ce qu'on a connu, il y a quelques années. Oui. Mais l'histoire du meme coin en dit aussi long et je trouve ça quand même aberrant, qu'un président, lance un token. Ça, on peut Mmh. voir aussi les dérives du coup,
je trouve. En tout cas, de mon point de vue, personnel, j'ai trouvé ça aberrant qu'un président en Ouais, s'intitule. moi alors je trouve ça aberrant aussi, hein, mais je suis pas sûre que Donald Trump, comme tu le dis, ait fait tant de bien que ça. Je pense qu'il a fait du bien pour, le prix, pendant un moment, hem, mais il faut en tout cas en Europe, si tu veux, aux États-Unis, je pense que les boîtes crypto sont très contentes que Donald Trump, soit président parce que, elles ont tellement souffert de l'administration Biden et des procès qui ont été faits par la SEC que le fait que Trump, légitime ces sujets-là et les laisse tranquilles, c'est déjà énorme, quoi. Ça veut dire qu'elles arrêtent de virer des gens, elles peuvent bosser, voilà donc ça, je pense que c'est positif pour le secteur là-bas. Maintenant, je suis pas sûre que ça résolve du tout le problème, réputationnel des cryptos en Non, Europe. ouais. Parce que certes, dans les milieux financiers, tu as quelques personnes qui disent: «Ah bah oui, regarde aux États-Unis, il y a des ETF, il y a Trump et tout», OK. Mais Mmh. pour la population en général en France, Trump, c'est pas quelqu'un qui est bien vu, hein, du tout. Mmh mh. Donc en fait, le fait que Trump parle de Bitcoin et fasse de la crypto et fasse sa propre crypto, moi j'aurais presque envie de dire ça aggrave ça aggrave le cas des cryptos, quoi. C'est un Ouais. problème un peu récurrent justement cette récupération, politique de certains personnages qui peuvent être, enfin de certaines personnalités publiques qui peuvent être clivantes. Je pense aussi que c'est un vrai problème, réputationnel, peut-être plus sur le vieux continent, mais Et à voilà. l'infrastructure, on a eu Marwan, juste avant toi en interview, qui travaille à la fondation, Solana et qui n'a pas forcément apprécié les retours et qui n'est pas du tout, en fait, tu peux faire ce que tu veux sur la blockchain Solana et s'il y a eu aucune incitation à Donald Trump de faire ça sur cette blockchain et l'image que ça renvoie est plutôt négative, sur les retours, et voilà, c'est pas aussi bon aussi pour la blockchain en question qui a été choisie, forcément. Et on peut pas le voir comme ça, au Même 1er coup d'œil, mais en fait, c'est pas si bon pour ça que enfin, pour l'image de Solana, c'est pas si bon que ça. mais même pour madame Michu, qui est un peu la cible, la destination finale, des projets crypto, pour madame Michu, si Bitcoin devient, le truc dont a parlé Trump, Mmh. et qu'elle a lu, sur Google dans un titre, sensationnel, c'est vrai que c'est un peu dommage, même si, cette narrative, elle est aussi entretenue par l'écosystème, donc du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais Ouais et puis il faut pas oublier que, là, on l'a vu avec Trump, mais tu vois, on peut le voir avec Milley aussi. On peut le voir oui. avec, là, j'ai vu que Marine Le Pen, il y a quelques jours, avait parlé de minage de cryptomonnaies avec les centrales nucléaires. Donc c'est aussi la première fois qu'en France, une femme politique ou enfin, quelqu'un dans la politique se positionne aussi clairement là-dessus dans un grand parti. Hem, on a quand même des candidats qui se positionnent sur le sujet, qui ont des appartenances politiques qui sont, alors, soit très à droite, on va dire d'extrême droite, soit, heu, dans une forme de libertarianisme, et pourtant hyper conservateur, qui est, qui est pas très bien vu, en particulier en Europe, avec l'histoire qu'on a et je trouve que ça tu vois, ça pose question. C'est pourquoi est-ce que ces candidats sont les premiers à aller sur ce sujet? Peut-être parce que ils y voient tu vois, une opportunité politique, et qu'ils sont à la recherche de nouveaux sujets pour aller chercher des voix. Et tu vois, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois le relais qui est fait de ces candidats, y compris dans la sphère crypto, moi, j'ai l'impression tu vois, qu'on tombe dans le panneau, en fait. C'est-à-dire qu'on voit des candidats qui font des propositions qui vont plutôt dans notre sens d'un point de vue business et donc ils sont relayés partout dans la sphère crypto et donc ils gagnent des voix aussi dans ce milieu-là. Parce que tu as beaucoup de gens qui s'intéressent peu à la politique, qui ont pas forcément des opinions très tranchées et qui se disent: «Moi, j'adore la crypto. Ah ben, tiens, je vois, Trump, Le Pen et cetera qui s'intéressent à ça et donc je vais aller vers ces candidats-là» et je trouve que c'est hyper dommage, que déjà il y ait, des fins de non-recevoir, dans beaucoup d'autres partis, y compris à droite d'ailleurs, hein. Tu vois, j'ai pas vu de, personne chez, les Républicains en France s'intéresser à ces sujets-là. Et donc ça serait, je pense que ça serait hyper important dans les prochaines années, qu'on ait des hommes et des femmes politiques de tous les partis, qui fassent des propositions constructives sur ces sujets et qu'il y ait un vrai débat politique et qu'il y ait pas juste des gens qui considèrent que c'est sale d'un côté, et une droite radicale de l'autre qui accepte de porter ces sujets.
Ouais. Est-ce que c'était, alors j'ai pas là, on est un petit peu dans un échange, je suis sur, la mémoire, mais est-ce que c'était un petit peu le but de la rencontre, de l'Institut national du bitcoin, français qui s'est récemment créé, et qui est parti justement, lui, à la rencontre de François Hollande? Moi, j'ai trouvé que là, en ce moment, il y a, quelque chose qui se trame enfin pas qui se trame, mais Oui, ça qui bouge. ça bouge, voilà, ça bouge, avec une certaine inertie quand même, mais ça semble bouger. Ça bouge parce que, je pense que l'opportunisme électoral, il existe très clairement, à droite ou à l'extrême droite, mais il existe aussi à gauche et donc je pense que si, les hommes et les femmes politiques, dans n'importe quel parti voient qu'il y a une proportion substantielle des Français qui ont des cryptos et qui sont sensibles à ces arguments, ça va bouger un peu partout. Mais il y a encore une crainte réputationnelle très forte et moi j'ai trouvé ça très fort, que François Hollande accepte de faire une photo avec des entrepreneurs, en plus de bitcoin, hein, pas juste de la crypto, mais de bitcoin. C'est quand même, c'est quand même un vrai signal. Maintenant, ça veut pas dire que, tu vois, qu'il est pro bitcoin et ça veut pas dire qu'il fait des propositions concrètes. Mais c'est en train de bouger petit à petit. Je vais, sans transition, essayer de revenir sur le chemin de l'interview et merci pour cet échange d'ailleurs sur ce sujet. Tu es donc, VP stratégie chez Debloc, on en parlait au début de l'interview. Quels ont été, pour vous justement dans l'échiquier, de la régulation, l'échiquier peut-être même un peu politique, les objectifs, que vous avez réussi à atteindre et qui vous ont permis, d'être maintenant, la néobanque qui a ses pubs sur le métro parisien, par exemple. Voilà. Ouais, alors c'est drôle parce que les pubs dans le métro, ça fait toujours un effet incroyable. Alors nous, je pense que la particularité qu'on a, c'est que, on s'est construit avec, en tête dès le début, le fait qu'il allait falloir avoir un certain nombre d'agréments pour exercer. Ce qui est pas forcément le cas de beaucoup de startups dans le monde crypto, qui se sont construites, peut-être, je sais pas, en 2016, 17, 18 et qui se sont pas dit: «Ah mais attends, un jour on va avoir l'agrément MiCA, il faudra peut-être qu'on soit, EME ou PSP ou je sais pas quoi» et donc elles ont dû, faire de la vraie conduite du changement en interne pour intégrer la compliance petit à petit dans leurs effectifs, dans leurs habitudes, dans leurs procédures. Et pour le coup, chez Desblocs, bah, nous, on est arrivés, tu vois, on a lancé l'appli il y a 1 an, mais bon, ça fait déjà, plus de 2 ans que la boîte existe et travaille. Mais dès le début, on s'est dit: «Beh, il va falloir aller chercher ces 2 agréments-là». Et donc, tu vois, dans les fondateurs de la boîte, il y a des anciens de Revolut, il y en a qui sont très habitués de la réglementation et donc ça nous aide beaucoup à avoir dès le début dans l'entreprise une culture aussi de la compliance. Et à nous construire à partir de ça. Et donc, on galère beaucoup moins ensuite, pour aller chercher les agréments qu'il faut auprès de l'AMF. Donc ça, En je pense que c'est le 1er point. Comment? Non, non, je garde, t'inquiète, je te laisse continuer, excuse-moi. Non, non, pas de souci. Donc je pense que ça, c'est vraiment le point important qui fait que dès le début, tu te construis avec en tête, le fait que, bah, tu vas être dispo dans toute l'Europe, tu vas être dispo à l'international, tu vas aller demander des agréments, et donc tu as une ambition très claire et un cadre très clair aussi dans ta boîte au début. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, par exemple, «Est-ce que l'agrément PSAN, ça a été hyper difficile pour Mmh. vous? Comment ça se fait que vous soyez, la première fintech à l'avoir?» En fait, nous, on avait déjà un agrément EME avant et donc la marche vers l'agrément PSAN, elle existe, hein, évidemment. Il y a des choses très spécifiques, sur l'agrément PSAN, d'autant plus que, voilà, l'AMF découvrait les normes avec nous. Mais on avait déjà franchi une marche importante avant. Et donc, le fait d'avoir cette, culture-là, je pense que c'est vraiment déterminant. Et maintenant, bah, c'est aussi une question de, tu vois, d'équipe dirigeante, d'avoir, les bons effectifs, la bonne direction. Tu vois, les pubs dans le métro, enfin, je te j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il faut pour faire des pubs dans le métro? Il faut juste de l'argent. Tu vois? Il faut juste payer pour être affiché dans le métro, donc ça veut dire qu'il faut lever suffisamment de fonds et avoir suffisamment de clients. Heu, donc c'est simplement, avoir, la bonne équipe au bon moment, aller chercher les investisseurs, les convaincre que tu as le bon produit, tu as les bons effectifs, et ensuite tu lèves des fonds et après surtout il faut exécuter et aller chercher les clients au bon endroit.
Donc ça veut dire, faire du marketing ciblé, aller chercher les gens dans les communautés crypto, faire aussi du marketing grand public et montrer au grand public que Débloq est accessible même aux gens qui sont pas, des crypto guys sur Twitter. Mmh. Donc voilà, donc c'est une combinaison de plein de choses qui font que ça marche. Combien êtes-vous dans l'équipe? Combien sont-ils dans Votre le service, pourcentage de compliance? compliance? Ah bah, grosso modo, hein. Ah, c'est une bonne question. On est 60. Heu, je saurais pas te alors ça dépend ce que tu appelles compliance. Nous les purs Pour efficaces. avoir ces agréments ou penser, tu vois, c'est parce que parfois, Mmh. faut Des fois, penser c'est à très impressionnant, les équipes sont il limite, faut penser à la à lenteur aussi, moitié de full tu sais, compliance. faut penser aussi à la lenteur après parce que ça va dans un bureau, puis il y a une sacrée Non, pile. je je Il je faut pense qu'on a, en fait, on doit avoir une dizaine de personnes qui sont en lien avec la compliance, mais qui sont pas forcément des gens qui font du droit tous les jours. Par contre, ce sont des personnes, par exemple, qui vont surveiller les flux financiers, tu vois? Qui sont dans un service Mmh. de, ce qu'on appelle FinCrime. Tu vas aussi avoir des personnes au support qui vont, forcément être un peu plus spécialisées sur, ce genre de sujet. Hem, Pareil, dans les tu vois, même, dans les équipes, opérations, tu as quand même une forte culture de la compliance. Donc c'est pas juste une question de qui sont les personnes en charge de la compliance, c'est aussi une question de, les personnes dans les départements, conjoints, elles doivent avoir une culture de la compliance. Tu vois, je donne un exemple au marketing, nous on fait des pubs, il y a des pubs qu'on a le droit de faire, des pubs qu'on n'a pas le droit de faire. Mmh. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire et tout le monde, au marketing sait pertinemment ce qu'on a le droit ou pas le droit de dire. Et donc, évidemment qu'on demande des validations à la compliance, mais il y a une forme d'autonomie aussi et de culture de la compliance dans le reste des équipes. mmh. Oui, et elle est commune, bah, peut-être que tu le vois également, heu, avec, Nosted, mais, on va en reparler, mais il y a aussi, enfin, ça s'applique également à tout ce qui est créateur de contenu et cetera. Malgré, malgré parfois les lieux communs sur le fait que, les influenceurs crypto, les créateurs de contenu puissent être, borderline, je trouve qu'il y a quand même, de plus en plus d'efforts de fait sur, le choix des mots, le choix des et c'est ce sont les projets qui sont porteurs de ça. Je vois par exemple de plus en plus, des relais de communiqués de presse qui me sont, communiqués avec des mots interdits, par exemple. Heu, ça se Oui, mais fait parce qu'en fait, alors, pardon. il faut aussi, tu vois, nous, on a une grande C'est frustration. chouette pour nous, hein, ce qui est Non, pratique pour mais les je comprends, mais non, mais tu vois, tout le monde a ce dilemme et pourquoi on a ce dilemme? C'est parce qu'on voit aussi des gens qui jouent pas le jeu, tu vois? Et donc, nous, par exemple, on a voulu être super bons élèves, surtout quand, tu as des demandes d'agrément en cours, autant te dire que tu fais doublement gaffe. Hem Et le problème, c'est que tu as des acteurs étrangers qui en ont rien à faire, tu vois? Et qui font du démarchage en France, alors qu'ils sont pas agréés en France, alors que toi, tu t'interdis d'aller démarcher à l'étranger. Mmh, mmh mh. Tu t'interdis d'utiliser le mot banque dans tes publicités et cetera parce que, tu sais que c'est interdit, mais tu vois tes concurrents qui le font. Tu vois des boîtes étrangères qui le font et quand tu en parles au régulateur, le régulateur, a priori, tu as pas trop de nouvelles, quoi. Donc, tu sais pas s'ils ont agi, pas agi, mais tu vois que les actions de communication ne s'arrêtent pas. Donc c'est hyper frustrant et c'est vrai que tu as l'impression d'être le seul bon élève alors qu'à côté, tu as toutes les boîtes qui font n'importe quoi et donc tu te dis: «Mais attends, si je veux survivre, je suis obligée de moi aussi jouer avec la limite, parce que Mmh tous les mh. autres le font». Et C'est une et pardon, quels vas-y. sont, par rapport, aux concurrents, je vois qu'il y a ce côté réglementaire où, vous êtes carré, mais, quels sont les autres avantages que tu pourrais mettre en avant, par rapport aux concurrents? En fait, aujourd'hui, nous, on a personne qui se positionne exactement sur notre créneau. Parce que tu vois, il y a des gens qui nous disent, «Oui, mais par exemple, sur Binance, il y a, plus de crypto», par exemple. Ouais, mais sur Binance, tu peux pas recevoir ton salaire, tu vois? Va essayer de payer ton loyer avec Binance, c'est quand même compliqué et donc nous, on a un positionnement qui est quand même pas du tout le même. Donc maintenant, tu peux avoir des concurrents, du genre, les néobanques, tu vois? Tous les N26, Revolut. Sauf qu'en fait, la manière dont ils gèrent la crypto, enfin ça tu vois, c'est un peu scandaleux. C'est-à-dire qu'ils te proposent de l'exposition. En plus, les frais sont assez élevés. Parce que Hem tu peux recevoir, je crois, ton salaire sur ce genre de plateforme aussi, hein, que tu as cité, N26, Revolut. Je crois Bien qu'il y en a sûr, aussi. c'est des non, mais bien sûr, ça, ce sont des vrais, pour le coup, des néobanques. Alors je sais pas si elles peuvent utiliser le terme banque, mais bon, ce sont des néobanques.
Donc elles sont positionnées plutôt sur le côté bancaire. Par contre, dans leur gestion de la crypto, elles te proposent de l'exposition et uniquement de l'exposition avec des frais élevés, mais elles te proposent pas un vrai portefeuille. Et donc, dès que tu veux aller, recevoir de la crypto, depuis ton ledger, et faire un off-ramp, c'est vite beaucoup plus compliqué, quoi. Non, puis il y a tout un tas de pardon, je te coupe parce qu'il y a aussi, mais c'est pour, mettre de l'eau au moulin. Il y a également tout un tas de propositions que vous faites qui sont plutôt axées Web3, récemment, je crois que vous intégrez Base, vous êtes sur les infrastructures de Base, En pardon. effet. Oui, oui. Il y a les NFT, la carte que vous proposez où on peut mettre les NFT dessus et cetera. Enfin, Ouais. je te laisse, En fait, reprendre, mais voilà, il y a tout un pack que vous faites quand même. ouais, ouais, en fait, nous, on s'est vraiment construit avec cette ambition de gérer aussi bien l'euro que les cryptos. Et aujourd'hui, tu as aucune boîte qui s'est construite avec, les 2 en même temps. C'est-à-dire que toutes les boîtes qui existent, soit elles se sont construites sur la crypto et elles essayent de faire un peu tu vois, de te rajouter un IBAN, un machin, soit elles se sont construites sur l'euro et maintenant elles essayent de te proposer un peu d'investissement crypto parce qu'elles se rendent compte que c'est porteur. Nous, on a vraiment décidé de faire les 2 en même temps et de gérer aussi bien l'un que l'autre. Et donc, oui, ça veut dire que tu as, tu vois, on est membre direct du réseau Visa, donc tu as ta carte Visa pour aller, payer ton café, mais tu as aussi ton wallet crypto et donc si tu veux payer en crypto ou envoyer de la crypto, sur n'importe quel wallet, tu peux le faire. Comme c'est un vrai portefeuille, Depuis que Binance ne le fait plus, je pense que beaucoup de personnes ont opté pour cette solution en passant chez vous pour avoir cette, fameuse carte et pouvoir faire des achats en direct. ouais, ouais, c'est alors après c'est, j'avoue que je suis pas familière des services de Coinhouse, mais c'est une vraie demande qu'on a en fait de pouvoir, très facilement passer de l'un à l'autre. Parce Ouais, que les banques sont tellement peu crypto friendly, que tu as beaucoup de gens qui, à partir du moment où ils veulent utiliser leur crypto dans la vraie vie, donc en fait, genre les vendre en euros et puis ensuite faire quelque chose de ces euros, ils sont en vraie galère, quoi. Et j'ai des gens qui m'ont écrit, que je connais pas, qui m'ont dit: «Mais attends, mais c'est incroyable ton truc, j'avais 30 000 € en crypto, je viens de tout vendre chez vous en une fois et tout et ça marche et c'est sur mon compte et on m'a rien demandé et je peux les dépenser». Je dis: «Bah oui, en fait, enfin on est équipés, on voit ce qui se passe sur la blockchain, donc on voit d'où vient ta crypto, donc il y a pas de problème» et j'ai l'impression que juste faire ça, tu vois, ça qui pourrait sembler être un truc basique, en fait, ça n'existe tellement pas, que rien que ça, ça nous amène beaucoup d'utilisateurs, en fait. Ah, on est de moins en moins libre, même, de les cryptos, mais parfois, il faut montrer patte blanche directe et c'est vrai que ouais. C'était toi Magali, je te passe le bâton de parole. on fait pas un Shifumi, non? Non. Oui, alors dans ce qu'on évoquait justement, maintenant qu'on a un petit peu parlé de blog, je voulais, un petit peu parler avec toi, de Nostid Media puisque, alors je le prononce très mal, j'en suis désolée d'avance, j'ai un anglais, des fois, nul. Et également ton rôle, sur BFM Business, enfin, par rapport à tes interventions. Heu, J'aurais aimé savoir un petit peu, avoir tes retours sur ton expérience, puisque j'avais lu un tweet qui m'avait touchée, sur le fait que tu avais un petit peu dit que tu comprenais les créateurs de contenu depuis que tu étais sur YouTube et par rapport à voilà, la difficulté de livrer avec tout ce que ça peut entendre. Donc je te laisse un petit peu, parler de cette expérience et on invite bien sûr nos auditeurs, à aller jeter un coup d'œil à ta chaîne qui est, super. Ah bah, c'est gentil, merci. Alors ouais, c'est des expériences très différentes parce que BFM Business, j'avais commencé en 2021, Oui, mais en tant qu'intervenante, tu vois, en tant qu'analyste sur le plateau. Donc ça m'a quand même donné beaucoup l'habitude des caméras, même si j'avais déjà fait pas mal de conférences avant. Enfin voilà, c'était pas non plus, c'était pas ma première fois sur BFM, mais ça m'a donné une habitude, d'être face à des caméras et de pouvoir parler. Hem, c'est quand même très différent, d'être dans la posture de l'animateur. Et c'est vrai que ça, je m'en doutais, hein, mais j'avais pas vu venir à quel point c'est différent. Parce que quand tu es dans la posture de l'analyste ou de l'interviewé, tu as l'habitude de parler beaucoup et tu as l'habitude de pas trop te soucier du temps qui passe, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu racontes ton analyse, ta vie et tout, mais c'est pas toi qui gères, en fait. Et hem
Et donc déjà, découvrir cette posture-là sur Unroasted, ça m'a pris quelques épisodes. C'est voilà, accepter d'être en retrait, de poser les questions et en même temps de très bien gérer le timing, de mettre à l'aise la personne en face. Donc voilà, c'est un rôle, vraiment différent. Hem et après il y a tout un pan, je dirais logistique et de communication notamment sur YouTube, que j'ai découvert, et qui vraiment ça m'a fascinée, à quel point c'était, compliqué et à quel point il y avait des nouveaux métiers. Tu vois, j'ai découvert que tu avais des designers, leur métier, c'était de faire que des miniatures sur YouTube, par exemple, tu vois? Miniaturiste. Vous, je vous apprends rien, mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ne savent pas ce genre de truc. Il y a vraiment des nouveaux métiers sur YouTube, qui sont du montage spécifique, sur YouTube. Tu as des outils d'IA pour faire tes shorts, tu as des miniatures dédiées sur YouTube, tu as de l'A/B testing, des traductions, des sous-titres. En fait, tu as un tas de trucs, qu'on mesure pas quand on n'a jamais fait ça. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée là-dedans, je me suis dit: «Ah mais attends, c'est vachement compliqué» et je parle même pas du fait de évidemment, devoir se regarder soi-même, quand tu sors une vidéo et tout, enfin, c'est horrible et donc tu as, enfin, il y a vraiment au début, moi, j'ai eu l'impression de me prendre un mur, quoi. Les premiers mois, c'était super dur, tant les tournages, la posture, la logistique, la gestion de ta propre image Ouais. aussi, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait ce tweet en disant, je me rendais compte que voilà, pour tous les créateurs, il fallait quand même avoir beaucoup de courage. C'était moi qui voulais poser cette question, Claire. C'était quoi le modèle business, de Debloq? Comment vous gagnez de l'argent? Comment l'entreprise est rentable? Heu, voilà. Alors on a 2 sources de revenus. La première, c'est un abonnement premium. Débloq est gratuit, hein, quand tu arrives sur Débloq, tout est gratuit, mais tu peux choisir de payer 15 € par mois, ce qui te donne accès à la fois des frais réduits sur, l'achat-vente de crypto et certaines fonctionnalités supplémentaires comme, la personnalisation de ton IBAN, et cetera. Des cartes, tu sais, on permet d'imprimer les NFT sur les cartes Visa aussi. Donc tu as des petites fonctionnalités supplémentaires comme ça qui sont permises par l'abonnement premium et des frais qui sont 2 fois, plus faibles si tu payes l'abonnement premium. Quand Donc tu ça, as dit gratuit, ils peuvent se faire un compte, gratuit, donc ils prennent, leur téléphone et ils téléchargent, l'application et après ils ont quand même un wallet où ils peuvent, ouais, 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 tout déposer leurs est oui, premières oui, tout est cryptos? en fait, tout est, c'est gratuit, c'est-à-dire que tu télécharges des blocs, tu fais ta vérification d'identité en moins de 2 minutes. Et Cool. ensuite, tu as ton compte courant, donc avec, ton IBAN français, ta carte Visa, enfin, tu as tout ce qui va bien quoi, hein, pour, comme n'importe quel compte bancaire et ensuite tu as ton portefeuille crypto, sur lequel tu peux acheter et vendre des cryptos et là, tu as des frais qui sont de 2 si tu utilises des OK. blocs, gratuitement, et donc ça, c'est la deuxième source de revenus évidemment, c'est les frais et si tu payes ton abonnement premium, bah, les frais passent à 1. D'accord. Ouais, c'est sympa et est-ce qu'on peut passer de Bitcoin à Ethereum ou on est Bien obligé sûr, de bien refaire sûr. on peut faire Non, cette non, tu peux, navette, tu fais des swaps, tu as même des tokens, donc tu passes de, je sais pas, de USDC à Bitcoin, ça te fait plaisir, voilà, sans problème. Ah, OK. ouais, c'est Vous êtes simple. même en Polynésie, je crois, pour les gens qui nous Et écoutent? ah oui, oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais oui, on est dispo en Polynésie, ce qui a été un joli levier de croissance, particulièrement au début, puisque la Polynésie n'a pas accès, à toutes les néobanques auxquelles on a accès, dans l'Hexagone et donc les Polynésiens ont accueilli l'arrivée de Desblocs avec, beaucoup d'enthousiasme et l'ont téléchargé en masse. Donc oui, on a beaucoup de Polynésiens qui utilisent Desblocs. Et vous avez d'autres cibles que la France? Vous pour le public qui nous regarde, je ne sais pas, Ouais. en Espagne, en Bah, là, Belgique? on se lance, alors on est déjà dispo, hein, dans toute la zone euro, Oui. hem, mais on fait pas forcément de marketing dans ces pays-là. Là, on se lance en Espagne, OK. où on commence à faire du marketing. On market principalement on market pas nos activités régulées puisqu'il faut qu'on ait MiCA pour, mettre en avant les activités régulées. Mais on est déjà dispo en Espagne et on commence, voilà, à aller, faire un peu de presse, un peu de marketing, des affiches voilà, sur notre compte courant, sur le wallet et cetera. Se Et mettre, quand on paye pardon, et quand on Ouais. paye, on gagne des rewards ou ça n'existe pas chez vous? Si, si, C'est il y a du cashback. Il y a du cashback, ouais. et c'est de combien, pour l'instant, à C'est l'heure actuelle? Alors c'est jusqu'à 1 mais C'est c'est cool. pas 1 chez tous les marchands, donc je saurais plus te dire voilà, il y a des Ouais, mais au moins flexibilités. ça permet Oui, de tester et d'être, oui, oui, quand même content parfois quand c'est des oui, grandes enseignes, sur ses tout à fait. courses, quotidiennes ou ses achats, obligatoires. Je trouve, que c'est toujours pratique, pour essayer, parce que,
voilà, on est obligé de se nourrir, hein. Donc c'est cool parfois d'essayer avec un caddie de course et on se rend compte qu'on a quand même 1 %. Ouais. Je trouve l'idée assez simple. Ouais, ouais, bah, on a du cashback à chaque fin de mois, ouais, tout à fait. Mmh. J'étais curieuse un petit peu parce que s'ouvrir à l'international, c'est peut-être c'est un beau levier pour une entreprise, mais c'est toujours un objectif un peu compliqué, une grosse étape. Pourquoi l'Espagne pourquoi prendre le levier en passant par l'Espagne en premier? Il y a une raison ou c'était plutôt Hem, dans vos équipes que vous alors, il y avait plusieurs possibilités. On voulait privilégier, plutôt des grands pays, donc après on a aussi, dans le viseur notamment, l'Allemagne et tout ce qui est Benelux, avec les Pays-Bas en particulier. Maintenant, il y avait une opportunité particulière en Espagne parce que nous, on a une grande partie de l'équipe qui est, espagnole bah, voilà, et qui ouais. parle espagnol. Et donc c'est vrai que c'était Mmh, plus mmh, mmh. facile pour nous, de se lancer en Espagne. Maintenant, voilà, j'espère qu'on va se lancer assez rapidement, en Belgique, en Allemagne. Bon, on est déjà dispo, mais voilà, se lancer, en faisant de la communication là-bas. Ah, c'est le plus difficile, ça paraît bête, mais de dupliquer son produit, dans une autre langue, faut pas se louper sur le wording. Le produit, tu sais qu'il marche dans un pays, c'est juste voilà, le wording. Des fois, ça prend pas à cause de ça. Super. Je vous souhaite plein de bonnes choses Ouais, merci. en Espagne. Antoine, je te vois sur le doc. Ouais, je te laisse. Non, mais je voulais savoir, bah, avec les régulations, avec Mika, tu as évoqué même en Europe, comment vois-tu, l'adoption et ce qui va se passer d'ici, tu vois, 2030 ou quand on sera peut-être à Mika 3, Mika 4, Mika 6, voilà. Comment vois-tu les choses? Et je rappelle, enfin, je mets toujours la parenthèse à, c'est bien les lois, mais si on peut pas vérifier qu'elles sont appliquées, ça me dérange toujours et c'est toujours le point, que j'évoque parce que j'ai l'impression qu'on crée toujours des trucs et quand on C'est pour demande sans si rentrer dans les détails, c'est pour ça qu'il y a cette histoire de suspicion de blanchiment d'office avec. Enfin voilà, je me tais, pardon. Le clairel, parce que c'est des sujets que je j'ai pas envie de m'embarquer dans des choses que je maîtrise juridiquement pas non, forcément. non, mais c'est toujours bien que je le rappelle parce que c'est toujours bien de faire des lois, mais si après en 2 ans après, on n'est pas capable de donner des chiffres sur, pour vérifier si elle a bien été appliquée et ben, en fait, ça a servi à rien. Donc ça a fait les grands papiers, quand ça a été publié, mais après ça n'a pas vraiment, heu, eu d'impact, ou voilà, on ne sait pas, comme pas mal de lois. On Je pense qu'on s'oriente vers un secteur qui est de plus en plus régulé. Je pense que ça va continuer. Je pense aussi qu'il va y avoir de plus en plus de contrôle sur les entreprises. Je pense qu'il y a un vrai combat politique à mener sur, tout ce qui est self-custody et détention en propre. Parce qu'on voit bien que c'est très difficile à appréhender pour nos politiques et donc je pense qu'on est à un moment charnière où, on va avoir des politiciens, des législateurs qui vont être tentés par, l'interdiction de la self-custody ou alors, considérer la self-custody comme, un intermédiaire comme un autre et donc demander des identifications et cetera. Donc là-dessus, il y a un vrai combat politique à mener et je pense que rester en self-custody, ça va devenir, un acte politique là dans les prochaines années. Hem, donc voilà. Maintenant sur l'adoption, bah, je pense qu'on le voit déjà, hein, que notamment Bitcoin est devenu un actif financier comme un autre, et qui lui il sert à diversifier son patrimoine, il sert à voilà, à s'assurer une forme de sécurité, de tranquillité d'esprit aussi, en se disant que c'est un actif rare, qui peut, passer les générations et cetera. Hem, moi ça je pense que ça va juste continuer et croître. Sur le reste, je pense que ça va prendre encore pas mal de temps. Moi je vois bien, un monde où en 2030-35, on commence à avoir tu sais ce qu'on appelle des real world assets, qui sont intégrés dans nos portefeuilles et où finalement, toutes les actions d'entreprise, tu vois, qu'on a, au CAC 40, SPF 120 et cetera, hem, on va avoir ça dans son portefeuille de manière tokenisée, heu, avec, heu, avec potentiellement d'ailleurs des achats et des ventes qui se font en dehors des heures, de bourse, quoi. Parce Mmh. qu'aujourd'hui la bourse, ça se termine à une certaine heure, ça recommence à une certaine heure, c'est fermé le week-end et je pense que tout ça, ça va sauter petit à petit. Bah, c'est pas le Nasdaq qui a prévu en 2026 peut-être de faire du 7/7?
il me semble. C'est possible. Je suis pas Mais suffisamment informée, mais je ça checkerai m'étonnerait pas. après l'interview, je vérifierai. Ouais, donc je vois bien venir un monde où toute la finance va être tokenisée et donc l'adoption va se faire aussi de cette manière-là. Après, sur quelle blockchain? Je suis favorable, mais après, c'est sur quelle blockchain? Est-ce qu'ils Oui, vont oui, pas oui, créer leur propre outil financier, mais avec une blockchain à eux? Parce que c'est dur de prendre une infrastructure et de dire: «Bah, j'ai fait ce choix pour ça», ou sinon on reste sur Ethereum, mais ça peut revenir cher. Hem Et puis, en fait, ça existe déjà, enfin, après, parce qu'il faudra passer un KYC. Hem Et parfois, je me dis: Ce serait bien que ça existe», mais je crois qu'il y avait eu des tentatives de coins, à l'ancienne, hein, mais de Coinbase, puis ça avait été retiré sur, Binance, je crois. On pouvait acheter des actions, coins sur FTX, on pouvait aussi, puis tout oui, ça a oui, été parce que retiré. ouais, tu as C'était des enjeux réglementaires importants, mais je pense que ça va arriver, sans problème. Le self-custody et enfin, ce que tu évoquais, à propos du self-custody, c'est un sujet, qui revient régulièrement sur notre chaîne puisqu'on a, on a dans nos habitués, Arnaud Salomon, de Montpellerin, qui peut Oui, venir assez librement sur la chaîne puisque nous ne sommes pas, sur des interviews commercialisées avec lien d'affiliation et cetera. C'est pas donc du coup, il peut venir, mais justement, il fait partie de ces projets crypto qui sont supra-légitimes, qui ont des solutions élégantes et il a, le cul entre 2 chaises et ne peut pas faire de promotion, active, en France. Heu heu et il pense que ça n'ira pas en s'améliorant, même si, le régulateur suisse peut être vu, de l'extérieur comme sympathique. C'est pas la même chose concernant, le législateur. Donc voilà, j'aurais aimé un petit peu savoir si tu avais, un avis, pour boucler la boucle, Mika, sur justement, la place de sociétés comme, Mon Pèlerin ou les solutions de self-custody, heu, à l'avenir, voilà, qui sont pourtant des solutions bah assez élé bah, tu vois, nous, des blocs, on a privilégié la self-custody, hein. ouais, Donc j'ai déjà un avis qui est que je trouve que c'est hyper important d'avoir des solutions comme celle-là, et qui sont des solutions, quand même accessibles. C'est-à-dire que tu tu galères pas à créer ton compte, en fait, souvent, la self-custody, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que, tu vois, tu utilises ton MetaMask ou ton Ledger. Pour quelqu'un qui connaît pas la crypto, c'est quand même pas hyper simple, donc ça demande un niveau d'acculturation important et donc je pense qu'il y a, des progrès d'expérience utilisateur à faire encore sur ces différents portefeuilles. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec des blocs. Maintenant, je pense aussi que c'est très bien qu'il y ait une multiplicité de solutions. Hem et voilà, Ledger d'ailleurs a aussi, été oui, vraiment une révolution, hein, dans la sécurisation et les portefeuilles crypto. Donc donc moi je pense qu'il y a, il y a peut-être un vrai secteur et un vrai mouvement à organiser d'ailleurs, autour des solutions de self-custody. C'est une réflexion, je trouve qu'on n'a pas assez dans le secteur crypto en général. Souvent, on est enfermé, enfin on fait tous partie d'associations qui regroupent des acteurs très différents. C'est-à-dire que dans les assos, des secteurs crypto, mais que ça enfin en France ou aux États-Unis ou ailleurs, hein, c'est pareil partout. Tu vas avoir des gens qui font du NFT, tu vas avoir des gens qui sont uniquement sur Bitcoin, tu as des gens qui font de la tokenisation de je sais pas quoi, tu as des gens qui font de la self-custody, tu as des gens qui font, des jeux et donc tu as plein de boîtes différentes qui sont sur des réglementations différentes, qui ont parfois des intérêts contradictoires. C'est-à-dire que, pendant longtemps, tu te retrouvais dans une asso où, dedans, tu avais des mecs, sur Bitcoin ou Ethereum, puis tu en avais d'autres qui disaient: «Mais nous, on est la blockchain écologique parce qu'on est un proof of stake», tu vois? Et mmh. donc, en fait, tu les gens se tirent dans les pattes aussi, même au sein de ces assos et je trouve que l'intérêt commun n'est pas toujours, très clair. Et donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a, pour le coup, un intérêt commun entre les différentes solutions de self-custody face à une menace réglementaire qui est importante et il y aurait sans doute quelque chose à faire et à trouver entre les différents acteurs qui opèrent de cette façon-là. On aurait voulu également aborder un petit peu, toujours, pour en revenir un peu à la création et au contenu, voilà, les livres que tu as écrits, ou coécrits, pardon. Donc il y a, de tête, la blockchain décryptée et aussi, Bitcoin et crypto-monnaies faciles. J'aurais aimé un petit peu, savoir alors on a quelques idées de réponses parce qu'on a rencontré, Daniel Villamontero,
lors de la sortie d'Alice au pays des cryptos. Mais j'aurais aimé un petit peu savoir comment les éditeurs vous accueillent lorsque vous venez avec avec vos parchemins gribouillés sur Bitcoin et les cryptos. Alors nous, ça s'est pas passé comme ça puisque, c'est un éditeur qui est venu nous voir pour nous proposer d'écrire un livre. Ah bah ça c'est bien. Donc on n'a pas tellement eu ce problème Pas et même je chez pense qu'on moi. n'aurait pas écrit de livre. Enfin, en fait, avec Alexandre, à l'époque, faut bien se rendre compte, on était tous les 2 directeurs, crypto chez KPMG. Donc autant dire que voilà, on bossait 60 heures par semaine et écrire un livre, c'était pas un truc qu'on aurait fait comme ça pour le plaisir si on n'était pas sûr qu'il y ait un éditeur, qui l'édite, derrière. Et donc il se trouve qu'on avait fait un podcast, une série de petits épisodes de podcast qui avait bien marché et qui était fait en partenariat avec une maison d'édition qui, du coup, derrière nous a dit: «Mais vous voulez pas qu'on mette ça en format livre?» Et donc c'est comme ça que ça s'est passé et on a fait un deal avec Editis qui est en gros, qui est l'éditeur de tous les livres pour les nuls, tu sais? Mmh. Et donc voilà, on a édité notre livre avec eux. On en est à la 2e édition d'ailleurs. On est globalement, contents de nos relations avec eux, même si c'est vrai qu'écrire un livre, c'est quand même un truc, très fastidieux, très long, très difficile. Puis en plus à l'époque, il y avait pas l'IA, hein, donc c'était pas tout à fait le même, niveau de travail. Et on était partis en se disant: «Ça va être super simple. On va simplement, mettre par écrit tout ce qu'on dit, dans nos conférences depuis, 6 ans». Et en réalité, quand tu dois structurer ton propos à l'écrit, c'est autrement plus difficile qu'à l'oral. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. On est super contents d'y être arrivés. Le livre a fait de bonnes ventes, surtout là depuis 1 an avec le enfin voilà, avec le bull run, ça a bien marché. Donc voilà, on est très contents. Mais j'admire beaucoup ceux qui écrivent sans avoir la garantie que ce sera publié. Parce que, il faut quand même avoir un courage et il faut avoir la foi de se dire: «Je suis en train de passer des heures et des heures sur un truc, et j'espère que ça sera publié, quoi». Ouais. Oui, oui, tu sais le cliché de l'auteur avec son dossier qui va de maison en maison. Oui, oui, puis ça doit être une expérience assez chouette, assez chouette Ouais. à faire. Ouais, le jour où tu reçois, parce qu'une fois que ton livre, tu l'as fini et qu'il part en impression, quelques jours ou semaines avant son arrivée en magasin, tu reçois chez toi un carton avec, 5 ou 10 livres, 10 exemplaires. Et c'est vrai que ce jour-là, c'est quand même très satisfaisant. Quand tu sors du carton, Oui. le livre avec ton nom dessus, c'est quand même, c'est très chouette. Non, non, ça doit être, en effet, très sympa. On arrive, sur le format Antoine, je sais pas si tu voulais, Ouais. J'avais une petite question, personnelle sur les protocoles que tu vas à titre personnel, hein, mais est-ce que parce que parfois quand on a le nez, dis-nous la dégène qui est en toi. non, mais parfois quand on a le nez dedans, on n'a plus trop le temps d'aller voir des protocoles, on n'a plus trop le temps de est-ce que, tu vas encore sur, par exemple, Uniswap, Aave, tu vas encore voir, certaines chaînes? Voilà, Très peu. est-ce que tu as encore le temps d'aller dans la DeFi et si Non. oui, sur quel Non, non, protocole? très peu. En fait, je le fais même moins aujourd'hui qu'avant, parce que quand, je faisais du conseil aux entreprises, j'y allais quand même régulièrement, non pas à titre perso, mais à titre pro, parce qu'il fallait que je comprenne et que je vois comment ça marche, pour derrière pouvoir expliquer à mes clients ce qui se passait, pourquoi ils devaient y aller, pas y aller, et cetera. Et donc d'ailleurs, c'est toujours une espèce de grand malentendu parce qu'il y a plein de gens qui pensent que comme on est dans la crypto, on connaît par cœur la DeFi et donc ils nous expliquent tout ce qu'ils font à titre perso et moi j'ai envie de leur dire: «Mais mon gars, moi je fais ça à titre pro, pendant ma journée donc le soir, mais je ne veux plus voir ça», tu vois? Je ne veux plus aller sur Uniswap et Aave, enfin Moi aussi. j'en peux plus. Hem, donc non, en fait, aujourd'hui, j'y vais très peu parce que, voilà, tu vois, aujourd'hui, je vais plutôt aller voir, les entreprises avec lesquelles Desblocs peut travailler. Donc oui, je peux aller voir des market makers ou des Uniswap ou autres, mais c'est dans une relation professionnelle, tu vois, c'est autre chose, c'est pas de l'usage perso. Mais tu ne te fais plus ta propre Non, mais UX on est sur les beaucoup protocoles. le Non, et puis moi, cordonnier mal chaussé. j'achète du bitcoin et puis, voilà, de temps en temps, je mets une petite bille dans un ou 2 trucs, mais c'est très rare et c'est tout, quoi. Et je Très diversifie mon patrimoine aussi autrement. merci. On arrive donc sur le format. On a une dernière question qui est plutôt, Antoine l'appelle, parole libre. C'est, voilà, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, par rapport, à notre interview? Et puis également, nous communiquer une ressource, ça peut être, un livre justement, ça peut être,
Certains invités ont parlé de séries, mais voilà, quelque chose, un contenu qui t'a aidé, à te développer, dans l'écosystème. Sur les cryptos? Sur le sujet Ou Ça des peut même cryptos? hors. être libre, ça peut être hors crypto. Maxime Baron nous a déjà conseillé, une série qui a au final été super. On a des fois, tu peux aussi vendre, tu peux aussi proposer bien sûr ton blog, le blog de Bloc. C'est dur à dire. Ouais. Bon alors on a déjà parlé d'un hostier, donc je vais pas reconseiller ça. Non, alors, moi je conseillerais peut-être des choses hors crypto parce que dans la crypto, j'ai déjà conseillé des trucs 1000 fois, tu vois? J'ai déjà conseillé, les reportages d'Arte, mes propres vidéos, enfin, Bien sûr, donc c'est bien. bon, j'ai envie de conseiller d'autres choses. Moi, j'aime bien lire, même si j'ai pas assez de temps pour ça et j'aime bien les dystopies, surtout. Ah, Donc je lis pas mal, tu vois? J'ai lu, les bouquins d'Isaac Asimov, par exemple, qui est un auteur de science-fiction assez connu. Et puis là, je viens de finir un livre que je conseille qui s'appelle, Chien 51, qui est écrit par Laurent Godet, qui est un auteur d'ailleurs qui a eu un prix Goncourt, sur un autre bouquin et c'est une dystopie qui se passe dans un monde où, tu as des États en faillite qui sont rachetés par, des grandes entreprises et donc c'est, une histoire un peu semi-policière dans ce monde-là et c'est vachement intéressant parce que, ça nous plonge dans, ce que pourrait devenir un monde où, justement tu as cette concurrence entre entreprises et États qui devient de plus en plus grande et où tu as des États qui sont incapables de maintenir un budget et qui finissent par faire faillite et qui s'écroulent sous le poids de leurs dettes. et ben, on mettra même le lien de ce livre, dans la description. Et ben, merci Claire, d'avoir accepté de répondre à nos questions et on invite les personnes à s'abonner et à liker la vidéo. Merci encore Claire. Merci, salut. Au revoir.